Dans l'actualité des idées aujourd'hui, pourquoi l'injonction à s'adapter semble être devenue le nouvel horizon de nos sociétés? Invitée pour en parler, la philosophe Barbara Stiegler, professeure à l'Université de Bordeaux, membre de l'Institut universitaire de France. Ses recherches portent notamment sur l'histoire des libéralismes et de la démocratie. Elle publie aujourd'hui « Il faut s'adapter » et c'est sur un nouvel impératif politique chez Gallimard, une généalogie du néolibéralisme qui remonte au moins aux années 20, à l'écriture d'un grand récit qui semble encore aujourd'hui influencer les esprits et guider l'action publique. Bonjour Barbara Stiegler. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors comment en est-on arrivé à intégrer cette idée qu'il faut s'adapter ou disparaître, évoluer ou mourir? Oui, effectivement, on est imprégné de cet impératif qui est tout à fait énigmatique puisque il est inspiré de la biologie de l'évolution. Et dans notre culture européenne, il est convenu de ne pas mêler le politique et le biologique. Donc ça m'a toujours... C'est un peu tabou. Oui, c'est un tabou, pour des raisons historiques évidentes qu'on peut quand même rappeler, qui est que on a allègrement mêlé le champ social et politique et le biologique après la révolution darwinienne un peu partout. Des grands philosophes l'ont fait, comme Bergson, comme Nietzsche, etc. Ça ne choquait personne à l'époque. Mais il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le biologisme nazi, et à partir de là, en tout cas en Europe, c'est devenu impossible, officiellement, de mêler ces deux registres, du biologique et du politique. Donc moi, mon interrogation de départ est venue de là, c'est-à-dire comment on peut être à la fois dans une culture qui refuse cette hybridation, alors même que je sens bien que dans le champ social et politique, depuis que je suis citoyenne, on ne cesse de parler d'injonction à l'adaptation, et on voit bien que la notion d'adaptation se couple de manière très rigoureuse avec toutes les autres notions connexes du darwinisme. Donc c'est ça qui a motivé mon enquête. Alors quels sont les dérivés lexicaux à s'adapter? Bien sûr, alors on a l'évolution, il faut évoluer, il faut s'adapter, on a la compétition, on a la sélection, on a l'idée qu'il faut être parmi les plus aptes. Donc voilà, on retrouve vraiment... La flexibilité, la mobilité aussi. On retrouve tout ce champ lexical complet. Il fallait donc faire la généalogie de cet arsenal et essayer de comprendre d'où ça venait. Comprendre comment Darwin a influencé la pensée européenne. Quel lien originel aussi entre cette théorie de l'évolution et l'histoire du néolibéralisme. C'est cette généalogie que vous avez entrepris dans cet essai « Il faut s'adapter » chez Gallimard. L'évolutionnisme appliqué à la démocratie, qu'est-ce que ça peut donner? Quel type de conception de la démocratie pour comprendre? Alors, déjà, il faut se rendre compte que la piste du darwinisme social n'était pas la bonne. Je voudrais quand même dire ça d'abord. C'est-à-dire que j'aurais pu m'en tenir à l'idée, c'est le darwinisme social qui survit, le bon vieux darwinisme social inspiré de Herbert Spencer, avec l'idée qu'il faut laisser faire les processus naturels, il faut que l'État se retire du jeu, et il faut finalement soutenir un ultralibéralisme pour que les plus aptes soient retenus et les inaptes soient éliminés mécaniquement. Cette voie n'était pas la bonne, parce qu'en réalité, la pensée dominante dont nous parlons depuis tout à l'heure n'est pas à proprement parler du darwinisme social dans ce sens-là. Au contraire, l'État a un rôle fondamental à jouer, et ce rôle s'explique par le fait que pour les nouveaux libéraux, qui donc vont émerger à la suite de la crise de 29, pour les nouveaux libéraux, précisément, on ne peut plus faire confiance aux mécanismes naturels. Les choses ne se font pas toutes seules. On est dans une situation catastrophique puisqu'on a une espèce, l'espèce humaine, qui a créé un nouvel environnement, l'environnement de la mondialisation par la révolution industrielle, et cette espèce n'est pas adaptée à cet environnement et ne peut pas s'y adapter toute seule, spontanément, mécaniquement. Donc il faut reprendre l'espèce humaine en main pour la réadapter par des politiques invasives d'éducation, de santé, etc. Plutôt que de changer l'environnement. Voilà, il faut transformer l'espèce humaine pour la réadapter, la rendre flexible, la rendre capable de mobilité, parce qu'elle est enfermée dans des stases, dans des clôtures qui la rendent inapte, du fait de l'histoire de notre espèce, au nouvel environnement mondialisé qu'elle a créé. Alors, pour bien comprendre juste sur cet effort de définition, il y a une différence claire, et vous la faites, entre le libéralisme classique, entre l'ultralibéralisme et le néolibéralisme. Et cette différence centrale, c'est la place de l'État. Les ultras plaident plutôt pour le retrait, et les néos plaident pour le retour. C'est ça, c'est important de dire ça pour comprendre la conception de la démocratie qui découle du néolibéralisme.
Donc, à partir du moment où on comprend que les néolibéraux sont des gens qui n'ont pas confiance dans les processus naturels, qui n'ont pas confiance dans les dispositions naturelles de l'espèce, qui finalement soutiennent une sorte de pessimisme anthropologique et qui considèrent qu'à partir de là, il faut reprendre en main l'espèce humaine, on comprend du même coup pourquoi ils ont parallèlement développé une conception de la démocratie très autoritaire, dans laquelle la démocratie, qu'il s'agit de sauver contre les fascismes, les nationalismes, le nazisme qui prend le pouvoir à l'époque, la démocratie devient une technique politique de fabrication du consentement des masses. Donc on a cette conception-là de la démocratie qui va se développer parallèlement, une nouvelle démocratie qui va se développer parallèlement au nouveau libéralisme. Alors il y a un penseur phare que vous étudiez dans ce livre de ce néolibéralisme, c'est Walter Lippmann, avec son premier essai, The Good Society, la bonne société. Pour lui, l'espèce humaine, vous l'évoquiez, se trouve désadaptée, plus en phase avec son nouvel environnement. Alors il va penser aussi contre Spencer. Qu'est-ce qu'il va développer comme théorie qui vous semblait intéressante à appuyer aujourd'hui, dont on verra peut-être après les échos et les signes. The Good Society est un essai tardif. The Good Society est un essai tardif de 1937 qui va inspirer le fameux colloque Lippmann qui lancera le néolibéralisme. Mais avant, je me suis plongée dans les essais qui ont précédé, qui sont passionnants et qui, dès le début, donc diagnostiquent les choses en termes évolutionniste, avec cette idée qu'on a une espèce qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui n'est plus adaptée à son environnement. On est donc dans une situation tragique pour Lippmann de tension, de désarticulation entre un environnement en flux absolu, totalement ouvert, qui va vers une ouverture complète. Ça, c'est ce qui a été mis en place par la révolution industrielle pour lui dès la fin du XVIIIe siècle, et le processus doit se poursuivre. C'est ce qu'il appelle la grande révolution. Et en face de ce nouvel environnement, une espèce donc enfermée dans une clôture psychique qui l'empêche de s'adapter à un environnement ouvert, une espèce attachée à des stases, qui a un besoin de stabilité qui est tout à fait vital. Donc on a un hiatus, un divorce très grave entre flux et stase. Et pour Lippmann, il faut repenser les questions politiques à partir de cette situation très grave, pathologique. Et les voies indiquées, c'est celles que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire revenir l'État dans le jeu. C'est-à-dire que cette passivité de l'espèce, il ne s'en satisfait pas, il a une conception plus dynamique. Oui, il faut la transformer, puisque cette espèce, la nôtre, constitue à l'époque de la mondialisation, à l'époque de la révolution industrielle, tout un ensemble de masses. C'est en ces termes qu'il parle. Il reprend le concept de masse qui a déjà été largement investi au XIXe siècle. Et cette masse, ce qui la caractérise parmi tant d'autres déterminations, c'est ce qu'il appelle la stéréotypie. Alors, ça signifie quoi ? Ça signifie que les masses sont toujours en retard sur ce qui arrive. Elles sont figées. Elles ont une compréhension toujours tardive des événements. Elles comprennent les choses toujours trop tard. Donc le fait que les masses ne soient pas spontanément éclairées remet en cause la théorie classique de la démocratie comme souveraineté populaire, l'idée qu'il y aurait un peuple souverain et que ce peuple serait éclairé pour se gouverner lui-même, et pour Lippmann une fiction rationaliste qui ne tient pas debout et qui ne tient pas compte de la réalité de la nature de notre espèce et de la nature des populations qui composent nos démocraties. Alors pour comprendre comment va se faire aussi le partage entre le peuple, entre ceux qui sont guidés, entre cette espèce humaine et ses dirigeants, il y a deux notions vraiment clés chez Lippmann que vous reprenez, la fabrique du consentement que vous avez évoquée et celle aussi du gouvernement des experts. Face à cette société immobile, frileuse, un peu peureuse, il pense que seuls les experts peuvent faire changer la société, l'adapter, alors toujours par le haut. Et donc il va redéfinir aussi la place de l'éducation dans ce système-là, celle du droit et de la protection sociale. Avec quelle forme d'intervention de l'État ? Parce que quand on dit le retour de l'État, il faut bien voir que c'est pas un socialisme bon ton. Hein. Non, mais c'est un retour de l'État très intensif. Alors déjà, il compte beaucoup sur les sciences humaines et sociales, sur l'aide des sciences humaines et sociales pour réadapter les masses aux exigences du nouvel environnement industrialisé. Par exemple, la discipline reine, c'est la psychologie, qui va donner des compétences en termes de flexibilité, en termes de mobilité. Ce qui donne son nouveau contenu à l'éducation. L'éducation change totalement de sens par rapport au projet des Lumières.
Le sens de l'éducation n'est plus essentiellement d'émanciper les individus ou de leur permettre d'exprimer leurs différences, leur singularité, par exemple, ou leur esprit critique. L'éducation devient ce qui nous rend mobiles et flexibles dans un environnement constamment en changement et dans un environnement complexe et incertain. On retrouve aujourd'hui ce type d'analyse dans des textes parfaitement officiels. Les textes européens sur l'éducation décrivent l'éducation en ces termes. Voilà un exemple. Autre exemple, l'État a un rôle fondamental à jouer avec l'artifice du droit. Le droit sert essentiellement à instaurer des règles du jeu permettant une compétition loyale, non faussée entre les compétiteurs. Le néolibéralisme ne consiste pas du tout il faut pas le confondre avec un ultralibéralisme qui prônerait l'accumulation des fortunes, le fait que les monopoles ne cessent de s'accumuler et les inégalités ne cessent de s'accroître. C'est pas du tout l'enjeu du néolibéralisme. L'enjeu est au contraire de relancer sans cesse la compétition à la plus petite échelle pour que tous les individus entrent dans la compétition, y compris les plus vulnérables, y compris les chômeurs, y compris les malades, y compris les handicapés, etc. Donc il y a cette idée de promouvoir une égalité des chances et une compétition, si vous voulez, à tous les étages de la société, par des artifices juridiques qu'ils appellent les règles du jeu. Voilà. Et cette théorie lippmannienne, on peut dire que d'une manière ou d'une autre, elle nous éclaire encore sur les rapports de pouvoir aujourd'hui. Il faut aussi peut-être juste saisir sa perception, puisque c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, des inégalités. Pour lui, elles avaient quand même le droit de citer, en tout cas elles sont plutôt considérées comme naturelles, et l'action sociale est pas du tout pensée pour réparer ces inégalités. C'est assez compliqué, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'il y a toujours le risque d'une accumulation de privilèges, d'une accumulation de rentes. Il est bien connu par exemple que les néolibéraux critiquent l'héritage, comme quelque chose qui vient fausser la course, la loyauté de cette course. Donc il y a une lutte contre les inégalités artificielles, le but étant de réinstaurer, de dégager des inégalités naturelles. Vous voyez, l'idée c'est vraiment comme dans le sport, faire en sorte que l'arbitre soit fair-play pour que la compétition soit juste et que ce soit le meilleur qui gagne. Donc il y a une justification des inégalités qui passe par une certaine critique des inégalités de fait. Donc c'est assez subtil. Mais cette compétition juste et non faussée, la seule limite finalement c'est le fair-play. Oui. C'est ça. Il faut que ce soit loyal, il faut que la compétition soit juste pour que les talents se dégagent. Donc il y a tout un discours sur la justice. Moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre la faculté de fascination de cette pensée néolibérale. Pourquoi elle est si attractive? Pourquoi elle marche si bien? Eh bien, une des raisons, c'est qu'elle donne un sens à la vie, un sens à l'histoire, et on en a psychologiquement besoin de donner un sens à l'avenir. Il y a vraiment un grand récit, non seulement du sens de l'histoire, mais aussi du sens de la vie en général, de où va l'évolution, où va le vivant. Mais une autre raison, il y en aurait encore d'autres, mais pour vous donner deux raisons massives, une autre raison, c'est qu'il y a tout un discours sur la justice. Lequel ? Celui-là. C'est-à-dire rendre possible une compétition juste dans laquelle ce sont les meilleurs qui gagnent. Donc ça aussi, c'est un pouvoir d'attraction très fort. Oui, ça nous éclaire par exemple sur cette question de l'égalité des chances telle qu'elle est aujourd'hui sûr. Vulgarisée dans le secteur ou en matière d'éducation. Une chose dont on n'a pas suffisamment conscience, c'est qu'il y a une version néolibérale de l'égalité des chances. L'égalité des chances est une notion très complexe et ambivalente. Elle a plein d'interprétations différentes et concurrentes, et l'égalité des chances est également investie par les néolibéraux. Alors, quelle influence de cette pensée, de cette théorie aujourd'hui sur le gouvernement d'en haut, théorisé par Lippmann? Il y a aujourd'hui peut-être des restes qu'on peut percevoir dans l'expérience belge qui a laissé place à un grand vide, voir aussi comment cette pensée nous a infiltrés. Il y a 249 jours que dans ce pays on n'a pas de gouvernement. Et avec ces 249 jours, la Belgique va prendre le record du monde triste de l'Irak. On n'est pas d'accord avec la logique de division qui régnait dans le pays, qu'on voit maintenant dans les négociations, aussi du côté flamand, du côté francophone. Donc on s'est dit, non, on va se mettre ensemble avec des étudiants néerlandophones, des étudiants francophones, pour bouger contre ça et pour montrer qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Les politiciens nous laissent tout nus, ils ne font pas leur boulot. On en a marre, qui discutent tout le temps sur les fausses priorités, parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus sérieux que les problèmes communautaires.
Alors là, pour Walter Lippmann, on imagine que ça aurait été l'anarchie, une situation pareille, mais la réalité, c'est que face à ce vide, la Belgique, toute nue, ne s'est pas effondrée, pour autant. Alors, je suis bien incapable de me prononcer sur cette situation parce que je la connais pas. Simplement, on est dans une période qui est très intéressante puisque le gouvernement des experts, théorisé effectivement par les néolibéraux, est contesté. Là, très clairement, dans le monde entier. Et je me pose des questions sur en fait, il est possible qu'on soit en train de vivre la fin d'une longue hégémonie du néolibéralisme qui là entre en crise de manière assez spectaculaire, aussi bien aux États-Unis avec la contestation par le peuple américain de l'impératif de la mondialisation, ce qui a quand même porté Donald Trump au pouvoir, que en Europe, la contestation du projet européen, la contestation des gauches de gouvernement et des droites de gouvernement largement imprégnées de cette hégémonie néolibérale. Donc on a vraiment aujourd'hui peut-être le début d'une fracturation de cette hégémonie. Et mon hypothèse, c'est que c'est lié à ce que j'appelle dans le livre les questions autour du gouvernement des vivants. On l'a dit, le néolibéralisme est très puissant parce qu'il a un discours sur la vie, sur le sens de l'évolution, sur l'évolution de notre espèce. C'est ce qui fait toute sa force. Mais je crois qu'il est en train de se fracasser contre la situation créée par la crise écologique, qui porte sur les mêmes questions, à savoir où va la vie, qu'est-ce qui évolue, cette dichotomie entre l'environnement et l'espèce humaine. Voilà, donc en fait, on est dans la même thématique et on a une contradiction massive dans le néolibéralisme qui aujourd'hui nous dit à la fois que nous devons aller vers toujours plus de mondialisation. Ça veut dire très concrètement, pour parler très concrètement, qu'il va falloir par exemple que les échanges de marchandises explosent et avec l'explosion de ces mobilités, il va falloir évidemment qu'il y ait de plus en plus d'émissions de carbone, évidemment. Et au même moment, le néolibéralisme qui veut toujours récupérer aussi bien la justice sociale que les défis environnementaux nous dit qu'il faut ralentir nos mobilités puisque c'est mauvais pour l'environnement. Donc on a des gouvernants qui, au nom de leur expertise, nous délivrent des messages contradictoires. Nous disent une chose et son contraire. Ils nous disent par exemple, pour trouver un travail, vous devez être mobile, donc vous devez prendre votre voiture et faire 50 km s'il le faut pour accepter l'emploi qu'on vous donnera. Apprenez à être mobile. Et ils vous disent, quasiment au même moment, il faut que vous cessiez de prendre votre voiture puisque c'est polluant. Donc, on voit bien que le néolibéralisme, avec son grand récit sur le sens de la vie, est en train d'atteindre ses propres limites en se heurtant à la crise environnementale. Et ça rend le moment politique qu'on traverse mondialement passionnant. Mais c'est un impératif qui est quand même né plutôt de la mondialisation, en tout cas qui a revécu, ressuscité au moment de la mondialisation avec cette idée qu'il fallait s'adapter. Alors à quoi exactement et pourquoi exactement? Est-ce que c'était une course sans fin qui était le nouveau mantra ou le leitmotiv de nos sociétés? Aujourd'hui, ça pourrait commencer à se fissurer, mais il y a encore dans ce lexique que vous évoquiez des mots qui reviennent régulièrement. Est-ce que pour vous aujourd'hui, Barbara Stiegler, d'une manière ou d'une autre, le macronisme est un avatar de cette philosophie lippmannienne ou néolibérale? Oui, très clairement. Véritablement, il n'y a aucun élément nouveau dans la doctrine défendue par le mouvement La République En Marche. On retrouve tous les grands ingrédients du néolibéralisme qu'on a connus dans toutes sortes d'autres mouvements. Il était assez étrange de présenter ce mouvement politique comme quelque chose de totalement inédit et de totalement innovant. C'est assez amusant, parce qu'en réalité, c'est effectivement un des derniers avatars. Clairement. Assez inédit, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui est venu questionner notre démocratie et l'état de notre démocratie. On a entendu récemment ces mots de s'adapter, de flexibilité revenir, mais aussi cette idée dans la bouche des responsables politiques qu'il fallait maintenir le cap, voire mieux expliquer les réformes. Je vous propose d'écouter Gilles Legendre, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. C'était en décembre dernier. D'abord, qui gouverne et qui ne commet pas d'erreur, je ne connais pas. Surtout quand on gouverne pour reprendre un pays qui était tout de même en très mauvaise posture et après avoir ouvert un nombre de chantiers incalculables.
Souvent, on nous reproche d'avoir trop fait trop vite. Je n'accepte pas ce reproche. Et les plus En emblématiques revanche, oui. 2 erreurs. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Nous nous donnons beaucoup de mal. Grâce à vous, nous pouvons le faire, mais il faut le faire mieux, il faut le faire plus, il faut le faire en étant plus proche de ce que les Français attendent. Et puis, il y a une deuxième erreur qui a été faite, et alors dont nous portons tous la responsabilité. Moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Nous avons saucissonné toutes les mesures favorables de pouvoir d'achat dans le temps. C'était justifié par la situation des finances publiques, mais manifestement, ça n'a pas été compris. Une absence de pédagogie, c'est ce qu'on retient, Oui, ce que alors, disait aussi Édouard Philippe. Je vous remercie d'avoir choisi cet extrait parce que effectivement c'est très intéressant. J'ai d'ailleurs écrit un article que j'ai appelé Le cap et la pédagogie à propos du néolibéralisme et de la démocratie que j'ai publié dans AOC, où je reviens précisément sur ce couple cap et pédagogie qui marche effectivement très bien ensemble. Ça nous permet de revenir à la question de la démocratie et à la question de l'éducation. On parlera aussi de l'adversaire de Lippmann qui est John Dewey, le grand philosophe pragmatiste américain. Effectivement, l'idée générale, c'est que le cap est déjà fixé, définitivement. C'est-à-dire, vous me demandiez à quoi faut-il s'adapter. Très clairement, pour le néolibéralisme, il faut s'adapter à un environnement qui est absolutisé, qui est l'environnement de la mondialisation en accélération constante dans ses flux, etc., dans sa mobilité. Sans clôture, avec une ouverture totale. Et sur lequel on n'a pas la main. Bon, Voilà. et cet environnement est absolutisé par les néolibéraux, ce qui trahit d'ailleurs au passage totalement Darwin, pour qui chaque organisme, chaque espèce doit s'adapter à un environnement local distinct. Ici, on a un seul environnement qui est absolutisé. Cet impératif, c'est véritablement un impératif catégorique, il n'est pas discutable. Donc à partir de là, ça donne une conception de la démocratie un peu particulière, où les directions prises par les peuples ne sont pas à discuter. Elles sont décrétées d'en haut, elles ne sont pas discutables. Quelle est du coup la tâche de la démocratie? C'est que les leaders, assistés des experts, et notamment des experts en communication, en psychologie et en toutes les sciences que vous voulez, fassent la pédagogie des réformes. C'est l'unique tâche pour recueillir, fabriquer le consentement des masses. Donc on est quand même dans cette conception dominante de la démocratie qui là aussi arrive à ses limites puisqu'on a une rébellion des populations qui peut tout à fait se comprendre, qui est parfaitement légitime. C'est-à-dire jusqu'à quel point ces démocraties sont vraiment démocratiques quand on n'a pas le droit de discuter le cap. Et vous l'entendez en permanence de la part des dirigeants, mais c'est pas spécifique à la France, et c'est pas du tout un discours spécifique au gouvernement actuel. Vous l'entendez depuis toujours. Nous maintiendrons le cap, coûte que coûte. Nous n'avons pas le choix. Il en va de notre survie. Donc à partir de là, John Dewey, ce grand philosophe pragmatiste américain, sera bien fondé à dire « Oui, moi je suis d'accord pour repenser la politique à partir des questions darwiniennes d'évolution et d'adaptation. Excellent, très bien. Mais précisément, si on prend Darwin au sérieux, alors il faut dire tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que évoluer pour la vie, c'est partir dans toutes sortes de directions. Ce que Darwin nous a appris, c'est que la vie n'allait pas dans un sens, qu'il n'y avait pas une dimension téléologique, qu'il fallait renoncer à ça. Il n'y a pas un sens de la vie. Il y a une multiplicité de directions, l'évolution est multidirectionnelle, regardez la diversité des espèces, il y a une multiplicité d'environnements, et donc Dewey propose qu'on prolonge cette réflexion sur le plan politique en disant que c'est à chaque peuple, localement, de décider ensemble de la direction qu'il veut prendre, et précisément ça se discute dans des processus qu'il appelle de coéducation, où il n'y a pas les parents qui formeraient les enfants, mais on est dans des sociétés d'adultes, donc tout le monde se coéduque et se forme réciproquement en choisissant ensemble la direction qu'il veut prendre et qui est à chaque fois rediscutée, transformée. L'idée, c'est qu'en réalité, la vie est une série de bifurcations multiples et il faut supporter, il faut accepter qu'il n'y ait pas de sens de l'histoire, il n'y a pas un sens transcendant. Là où le néolibéralisme est très fort, c'est qu'il nous donne une sorte de transcendance du sens de l'histoire dont on a psychiquement assez besoin, si vous voulez. Ça vient remplir une sorte d'angoisse par rapport à l'avenir, ça nous donne une direction indiscutable. C'est un cap. Et c'est certainement cela qui explique son grand succès. Alors en fait, ce débat du Lippmann, c'est le débat classique démocratie participative versus démocratie représentative. Oui, c'est-à-dire que les deux penseurs poussent jusqu'à leur extrême limite le modèle de la démocratie participative qui est vraiment radical chez Dewey, avec l'idée que
des publics doivent émerger qui identifient ensemble un problème commun, qui mettent en place ensemble une expérimentation et qui mènent toutes les phases de l'expérimentation ensemble. Il y a certes des représentants, mais il faut qu'ils restent à leur place et il faut qu'ils aient un rôle minimal. Et inversement, chez Lippmann, on va durcir au maximum tout ce qui relève de la démocratie représentative, en hiérarchisant au maximum cette démocratie et en rendant le rôle des populations le plus intermittent possible, le plus minimal possible. Donc il faut que les populations aillent aux urnes le plus rarement possible et qu'on laisse faire les dirigeants et les représentants qui sont légitimes parce que précisément ils ne ressemblent pas à ces masses stéréotypiques et ils sont, eux, éclairés, experts, connaisseurs du cap et de la direction que l'espèce doit prendre. Alors si on s'appuyait sur Dewey, qui semble quand même avoir aussi votre préférence, Barbara Stiegler, par quel mot remplacer s'adapter aujourd'hui? Un mot qui nous permettrait de repenser, reconstruire une autre conception du sens de la vie. Alors, Dewey, lui, reste attaché à l'idée d'adaptation. Simplement, il rappelle que l'adaptation chez Darwin, ça n'est absolument pas un organisme qui serait comme une pâte molle et qui se soumettrait aux exigences de l'environnement. C'est un environnement qui est en relation de tension, de transformation avec c'est un organisme, qui est en relation de transformation vis-à-vis de son environnement. Donc, il y a une relation dialectique entre l'organisme et son environnement. Donc, du même coup, l'adaptation chez Dewey devient l'expérimentation. C'est ça au fond l'idée. La clé, l'idée, pour bien comprendre la conception deweyenne de la démocratie, c'est l'idée qu'une véritable démocratie, c'est un processus expérimental dans lequel les publics se coéduquent en permanence. Et donc une matière vivante. Oui. Et avec l'idée d'une transformation continuelle de nos environnements qu'il faut penser au pluriel. Donc, au lieu d'avoir un grand environnement mondial et des masses amorphes qu'il faudrait de force réadapter, il faut à chaque fois penser les publics de manière locale, qui doivent délibérer ensemble sur les directions qu'ils doivent prendre, et s'adapter et transformer des environnements locaux et toujours différenciés, avec donc, encore une fois, une évolution multidirectionnelle, une évolution, comme diraient les biologistes de l'évolution aujourd'hui, une évolution buissonnante. Une évolution buissonnante. Alors on imagine les résistances qui se mettraient en place contre cette conception de la démocratie. Il y a des lieux où cette expérimentation dans le monde est en train de se jouer pour vous aujourd'hui, Barbara Stiegler ? Je pense effectivement que même si nous sommes dans une situation qui effraie tout le monde à juste titre, on a en même temps un peu partout dans le monde des expérimentations nouvelles, en particulier dans le domaine de la vie et du vivant, dans le domaine de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture, de l'éducation. On a un peu partout des expérimentations, une sorte d'effervescence autour de l'expérimentation démocratique, qui est une chose sur laquelle il faut absolument que l'on s'appuie pour essayer de se sortir de cette situation. Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique. C'est donc votre essai qui vient de paraître chez Gallimard, Barbara Stiegler. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Comme un jeudi sur deux, c'est l'heure du rendez-vous de la médiatrice. France Culture, il est 13h23. La grande table. Le rendez-vous de la médiatrice. Et elle est là, la médiatrice. Emmanuelle Davier, bonjour. Bonjour Olivia. Avec vous aujourd'hui Vincent Lemaire, délégué au programme. Bonjour Vincent. Bonjour Olivia, bonjour Emmanuel. Bonjour. Le 9 février dernier, la conversation scientifique d'Étienne Klein a été consacrée à l'eau avec cette question: allons-nous bientôt manquer d'eau sur Terre? Son invité était Ghislain de Marcilly, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des sciences. Dans cette émission, un passage dans les 10 dernières minutes a concerné le génocide des Tutsis au Rwanda. À ce sujet, le président de l'association Ibuka, France Mémoire Justice et Soutien aux rescapés, a réagi aux propos de l'invité. Je le cite: selon lui, parce qu'ils souffraient de la faim, les Rwandais se sont entretués. Les Tutsis étaient au sommet du panier, dirigeaient toute l'administration. À lui seul, ce dernier élément montre à quel point l'homme, donc Ghislain de Marcilly, ne sait pas de quoi il parle. Il est malhonnête pour un scientifique de parler des choses qu'il ignore, surtout lorsqu'il se trouve que celles-ci sont aussi graves qu'un génocide. S'entretuer, voilà un mot qui exprime l'intolérable déni. L'injure s'est substituée à la rigueur dans une conversation qui se voulait scientifique. Nous demandons à France Culture de dire ce qu'elle a compris et ce qu'elle envisage de publier pour éclairer ses auditeurs. Que répondez-vous à cet auditeur, Vincent Lemaire ?
Alors, il faut que je vous donne quelques éléments, Emmanuel, pour comprendre ce qui s'est passé, quelques éléments de contexte. Première question, comment expliquer que dans une émission scientifique qui porte sur le risque de manque d'eau sur la planète, on se retrouve à parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors en fait, dans l'article scientifique co-signé par Ghislain de Marcilly qui a motivé l'invitation d'Étienne Klein, il y a un long passage consacré aux conséquences du manque d'eau, et parmi ces conséquences sont énumérées des famines, des conflits, et donc parmi d'autres faits historiques, le génocide rwandais. Cette partie de l'article cite très largement le livre très fameux du géographe américain Jared Diamond, livre paru sous le titre Effondrement. Alors pourquoi ce livre avait fait tellement de bruit au moment de sa parution en 2005 ? C'est qu'il prétendait expliquer l'effondrement des civilisations humaines par les atteintes portées à l'environnement, avec les fameux exemples de la disparition des civilisations mayas ou de celle des habitants de l'île de Pâques. Et un chapitre de ce livre porte sur le génocide rwandais, Jared Diamond établissant que la croissance démographique, le manque de ressources alimentaires dues à des sécheresses avaient pu favoriser le déclenchement de ce génocide. Alors c'est peu ou prou cette thèse que Ghislain de Marcilly a exposée au micro d'Étienne Klein. Pour certains auditeurs, présenter les choses ainsi pouvait s'apparenter à une négation du génocide, d'où quelques messages que nous avons évidemment pris très au sérieux. Alors voici en l'occurrence ce que nous avons répondu. Sur une question de principe d'abord, réfléchir sur le contexte social, économique qui a précédé le déclenchement du génocide, ce n'est pas une négation du génocide. Cela n'exonère en rien les génocidaires de leurs responsabilités. Tout génocide est un projet politique, planifié, organisé, exécuté. C'est la spécificité monstrueuse de ce crime. Ensuite, en l'occurrence, la séquence problématique de l'émission d'Étienne Klein était en toute fin d'émission et clairement aborder le sujet du génocide des Tutsis au Rwanda. Dans ces circonstances, ça n'était pas idéal. L'invité Ghislain de Marcilly est un hydrologue, pas spécialiste du sujet, d'où une présentation très hâtive et sur certains points erronée de la séquence historique de ce génocide. Pour ces imprécisions, pour ces erreurs factuelles, Étienne Klein, comme la chaîne, dans son entier, ont exprimé des regrets et nous avons indiqué sur la page de l'émission des liens vers des émissions de référence sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Cet auditeur écrit également « Il est très souvent question de ce génocide dans les débats en France, mais il est inconnu jusque dans les cercles les plus instruits. » Alors rappelons que le génocide des Tutsis a eu lieu du 7 avril 1994 jusqu'au 17 juillet 1994 au Rwanda. La 25e commémoration du génocide des Tutsis approche. Quelle place allez-vous lui accorder sur votre antenne ? Alors nous sommes en train de travailler sur les programmes qui seront diffusés à l'occasion de ce 25e anniversaire. Et je peux dès maintenant vous citer un très beau projet documentaire qui sera diffusé à cette occasion dans notre nouvelle émission L'Expérience. Et il y aura évidemment bien d'autres choses à l'antenne. Les auditeurs ont été nombreux en début de semaine à envoyer des messages pour dire leur indignation suite aux agressions verbales dont a été victime Alain Finkielkraut. À ce sujet, une auditrice écrit sur les pages des chaînes de Radio France « J'ai l'impression que l'annonce d'insultes antisémites proférées contre Alain Finkielkraut par des gilets jaunes est relayée assez uniformément. Or, les insultes citées ne mentionnent jamais l'adjectif juif, mais les adjectifs sionistes et racistes. Vos journalistes considèrent-ils qu'un propos antisioniste est la même chose qu'un propos antisémite? Pour ma part, en tant que simple citoyenne et en tant que juive, je trouve cet amalgame grossier et dangereux car de nature à nourrir l'antisémitisme. Vincent Lemaire, quel éclairage pouvez-vous apporter à cette auditrice? Alors, je vais essayer de faire une réponse qui m'apparaît comme une réponse de bon sens. Il apparaît assez clair que l'antisémitisme est bien présent dans la vidéo de l'agression contre Alain Finkielkraut, dont je rappelle bien sûr qu'il est producteur à France Culture. C'est d'ailleurs l'hypothèse qu'a quasiment immédiatement, dès dimanche soir, retenu la justice, puisque le parquet de Paris a ouvert cette enquête préliminaire pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Ce sont les qualificatifs juridiques. Alors sur la distinction entre antisémitisme et antisionisme, je renvoie tous nos auditeurs, et cette auditrice en particulier, à notre matinale de ce jeudi matin, consacrée justement à la notion d'antisionisme. Guillaume Erner recevait, pour en parler, Alain Dieckhoff et la sénatrice Esther Benbassa. Merci beaucoup à tous les deux. Les auditeurs peuvent vous écrire à l'adresse habituelle et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines.